Salut alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de l'alimentation, une vidéo dans laquelle je vais te présenter quelques grands principes alimentaires que j'ai définis à partir de mes recherches, de mes lectures, en consultant des vidéos et tout ça. Donc je te laisserai les sources plus tard dans la vidéo. Donc les principes alimentaires qui sont intéressants, que j'applique à moi-même et que je vais essayer d'appliquer pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Des principes alimentaires que tout le monde peut expérimenter chez soi pour voir s'ils sont pertinents et s'ils le sont, bah, pourquoi pas les intégrer dans l'alimentation du quotidien, quoi, pour viser une meilleure santé. Donc on va commencer cet exposé, hein. Donc l'alimentation, le but bien sûr, bah, c'est de nourrir le corps en apportant micronutriments et macronutriments. Bon, je ne fais pas le topo hein, en précision, enfin pas un topo précis. Et on oublie souvent de lier alimentation au plaisir. Enfin, on oublie souvent de lier alimentation et plaisir dans le domaine de l'alimentation santé, on va dire. Souvent, les régimes restrictifs, justement, le terme restrictif implique qu'ils suppriment des aliments qui pourtant nous sont indispensables ou des aliments qui sont source de plaisir. Un régime sans sucre, ça paraît assez intelligent dit comme ça, sauf que tout le monde n'est pas capable de supprimer complètement l'apport en sucre, je veux dire, sucre raffiné, hein, parce que déjà on vit en société, et puis des fois le sucre est quand même lié à une histoire, à un passif, et donc on a du mal à s'en séparer. Donc je pense qu'il faut plus entrer dans une démarche de limitation des choses, et surtout dans une démarche, bien sûr, où le plaisir a toute sa place, en fait. Donc, ne pas oublier de garder du plaisir dans une alimentation santé. Sans plaisir, on ne pourra pas de toute façon avoir une alimentation sur du long terme. Donc, voilà. L'alimentation, c'est une clé de santé, souvent délaissée par la médecine moderne. Souvent, on peut dire même toujours, hein. Même la nutrition n'est pas vraiment très, on va dire, fondée sur des bases scientifiques. Quand on voit le truc, enfin, je veux dire, c'est pas très logique. Et les indications d'hygiène de vie prônées par les médecins sont pas toujours très fut non plus. En même temps, on peut pas leur reprocher, les cours de nutrition sont pas vraiment la priorité en médecine. Et donc oui, même si de nos jours, quand même, la médecine devient de plus en plus préventive plus que curative, hein, on s'intéresse à prévenir plutôt que guérir, et l'alimentation, justement, dans cette démarche de prévention, a toute sa place. Et donc c'est pour ça qu'on va l'aborder ici, parce que bah, c'est indispensable pour avoir une meilleure santé, hein, plutôt que de guérir des maladies dues à une mauvaise alimentation. Donc, bah, l'alimentation, c'est au cœur des problèmes de société actuels, hein, les addictions, l'argent, la maladie, et cetera. C'est tout ça, c'est lié à l'alimentation. Les addictions, bon, on peut dire quelques trucs, hein. Les troubles alimentaires compulsifs, on peut en voir partout, hein, clairement de nos jours. L'hyperphagie, l'anorexie, la boulimie, ça touche beaucoup de gens, hein, c'est un signe de mal-être. C'est là qu'on voit que l'alimentation, des fois, ça peut un peu dégénérer dans le sens où ça va devenir un objet de compensation. Et c'est pour ça que je pense que bah, faut essayer de rétablir un rapport sain justement à l'aliment. L'alimentation, bah, c'est aussi une source d'argent. Le business de l'agroalimentaire, c'est un truc énorme, hein. Comme le business des laboratoires pharmaceutiques d'ailleurs, qui sont tous les deux liés, parce que sans malbouffe, bah, il n'y a pas autant de maladies quand même. Donc voilà. Donc ouais, c'est une problématique de société qui peut être très intéressante d'aborder si on veut avoir une société meilleure. Une société meilleure, c'est au final ce que je recherche dans le projet Homme de demain. En plus, on peut pas imaginer un homme meilleur si on, si on veut mieux. Enfin, on peut pas imaginer un homme meilleur qui soit en mauvaise santé. Un homme meilleur, on va dire, se doit obligatoirement de faire attention à soi. La meilleure santé permet de s'accomplir au quotidien. Quand on regarde d'ailleurs la définition de l'OMS, je crois, c'est la définition de la santé, au final, c'est juste l'aptitude de s'accomplir au final dans la vie, sans avoir d'obstacles. Donc c'est ça au final la santé, c'est être en capacité de s'adapter à l'environnement et de s'accomplir. C'est ça qu'on recherche au final. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi attention à l'alimentation. Donc quelques sources, hein, Régénérer, Vérisme, ça c'est les sources YouTube. Après, bah, dans les sources, on va dire, plus littéraires, il y a plein de bouquins, puis d'études scientifiques à consulter sur le web, hein. Donc ça, c'est à chacun de faire son petit travail de recherche. Donc on va avancer. Alors, petite expérience de pensée. Notre évolution a défini ce qu'on est aujourd'hui. Notre évolution, du coup, a aussi défini ce à quoi on est adapté alimentairement parlant, on va dire. Notre tube digestif est adapté à un certain type d'aliments, du fait justement de notre parcours évolutif. Quand on remonte dans le temps, clairement, nos ancêtres, c'était plus des singes, on va dire. Darwin avait raison. C'est des singes frugivores quand même. Donc on était à la base herbivores, voire frugivores essentiellement.
par la suite, les Australopithèques, Homo habilis et tout ça, on a étendu notre palette alimentaire à la viande, aux poissons, aux crustacés, aux insectes et à bien d'autres choses. Ce qui fait qu'au final, maintenant, l'homme est clairement un omnivore très très polyvalent, il peut manger un peu de tout. Toutefois, quand même, on peut noter que c'est un omnivore à dominance herbivore, c'est-à-dire qu'il va quand même manger plus de légumes que de viande. Ça se comprend déjà intuitivement, je veux dire, dans la nature, c'est toujours plus compliqué de se fournir en viande qu'en légumes. Les légumes sont abondants, on a juste à se baisser pour les récupérer. Et en plus de cela, bah, le tube digestif, comme on peut le voir, est quand même plus adapté à une alimentation herbivore que carnivore. Même si on n'est pas totalement adapté, on va dire, à la digestion des plantes et des fibres alimentaires, comme le sont les ruminants et les vaches. Donc, bah, on a déduit directement que certains aliments n'étaient pas forcément très adaptés. Enfin, on a déduit que certains aliments ne sont pas très adaptés à notre tube digestif. Évidemment, bah, du coup, on a les céréales, les légumineuses, les laitages, les boissons autres que l'eau, les condiments comme le sel, etc. Et en général, en fait, les aliments transformés ou cuits. Donc, on peut se dire que on n'est pas encore fait pour ça. C'est pas en 10 000 ans de sédentarisation que l'homme a eu un tube digestif qui s'est adapté. Même si on peut voir, par exemple, que on a eu des mutations génétiques chez les populations européennes pour digérer un peu mieux les laitages. Mais bon, c'est pas encore optimal et on voit clairement de nos jours, avec les pathologies enfin, avec les maux digestifs quand on boit du lait ou les problèmes de digestion du gluten, etc., les intolérances, on voit clairement qu'il y a des catégories d'aliments qui sont pas du tout faits pour nous. Donc ça pourrait être intéressant de réfléchir à les écarter si on respecte, enfin, si on suit l'hypothèse d'un parcours évolutif qui nous aurait préparé à manger que certains aliments. On peut aussi imaginer du coup que les êtres humains ne mangeaient pas à un rythme défini. Ils mangeaient par intermittence. Quand ils trouvaient des aliments, ils les mangeaient. Ils avaient aussi des périodes, on va dire, pas de famine forcément, mais plutôt de jeûne, on va dire, voilà. Des périodes pendant lesquelles il n'y avait pas forcément d'apport alimentaire dans l'environnement, par exemple l'hiver, hein, clairement, pour les populations européennes. Et donc le corps humain, comme beaucoup d'animaux, est adapté justement au jeûne. Et est adapté aussi à une alimentation par intermittence. Donc manger 3 repas par jour n'est peut-être pas la meilleure idée si on veut suivre l'alimentation de nos ancêtres, qui est sûrement l'alimentation du coup qui nous correspond physiologiquement. Nos ancêtres mangeaient aussi plutôt des aliments durs, donc ils mastiquaient beaucoup, ils mangeaient des aliments bruts, crus, sauf peut-être la viande, comme on peut le voir avec l'apparition du feu il y a 1 ou 2 millions d'années. On peut imaginer que la viande enfin, en 1 ou 2 millions d'années, le corps humain, le tube digestif s'est adapté à la consommation de viande cuite, en plus de la viande crue. Mais bon, peut-être que cette adaptation est encore limitée. Heu, la mastication, c'est hyper important. Comme on peut le voir chez nos ancêtres avaient carrément des crêtes, sagittales, c'est-à-dire comme des crêtes de punk, hein, sur des crêtes osseuses, en fait, sur lesquelles s'inséraient nos muscles, temporaux, des muscles, pour mastiquer, en fait, pour mâcher. Ça montrait à quel point il y avait un effort de mastication à faire au quotidien, comme chez les gorilles et chez les chimpanzés. De nos jours, ouais, tous nos aliments sont ramollis depuis plusieurs millénaires du fait de la sédentarisation et de la cuisson. Et du coup, on a perdu toutes ces facultés et ces gros muscles. Mais la mastication reste toujours indispensable pour une bonne digestion et pour une bonne forme physique. Alors, du coup aussi, il n'y avait pas forcément d'eau en permanence, donc on peut imaginer que l'eau n'était pas consommée aux mêmes quantités qu'aujourd'hui. On boit peut-être trop d'eau ou par exemple, on ne devait pas forcément boire de l'eau pendant les repas, donc comme je vais le dire par la suite, c'est peut-être intelligent de réfléchir à ceci. Et l'alimentation, bien sûr, était basée sur le rythme des saisons. Par exemple, la saison des fruits ne durait pas toute l'année. Il y avait 2 3 mois pendant lesquels il y avait des fruits. Pendant les mois de juin, enfin de janvier à avril, c'était un peu la disette, clairement, quand on est dans les régions tempérées, car c'est pas encore le printemps et ce qu'il y a en hiver est épuisé, on va dire. Donc il y avait clairement des périodes pendant lesquelles on devait être adapté plutôt à du jeûne et d'autres périodes dans lesquelles on devait manger pour faire le stock de micronutriments, par exemple, durant les périodes durant la saison des fruits, on va dire. Donc peu ou pas de cuisson ou de transformation, bah, bien sûr, nos ancêtres devaient manger cru essentiellement, hein. Donc ça montre que notre système digestif n'est pas vraiment adapté encore à la consommation d'aliments cuits, en plus du fait que la cuisson dénature tous les aliments et fait baisser leur valeur nutritive. Aussi du fait de notre parcours évolutif, on peut imaginer qu'on est partiellement, adapté à la situation de nos ancêtres.
C'est-à-dire que les Européens sont adaptés à la consommation d'aliments propres à l'Europe, etc., et que les Africains, pareil pour les aliments en Afrique. Mais bon, ça c'est encore partiel, parce que quand même, le peuplement de l'Europe, ça date pas d'il y a plusieurs millions d'années, ça date d'il y a, je crois, 50 000 ans, euh, 100 000 ans peut-être, maximal. Donc c'est encore assez court pour permettre une évolution et une adaptation. On peut aussi imaginer que du coup, il n'y a pas forcément de mélange alimentaire dans l'alimentation, on va dire paléolithique, hein. Nos ancêtres se déplaçaient comme ça au jour le jour et prenaient ce qu'il y avait sur le chemin. Donc ils mangeaient un seul type d'aliment. Quand tu étais face à un buisson, par exemple, de baies, tu mangeais que ce qu'il y avait dans le buisson, c'est-à-dire des baies. Tu faisais pas un repas avec baies, viande, farine, etc. Nos ancêtres devaient manger monoaliment par monoaliment. Et du coup, devaient avoir une digestion adaptée à ceci. Peut-être que du coup, bah, les mélanges alimentaires comme on fait de nos jours sont pas très adaptés à notre tube digestif et à notre digestion. Ça, c'est à creuser. J'ai pas encore trouvé d'études qui montrent ceci, mais ça pourrait être intéressant. Des études qui montreraient que du coup, les mélanges alimentaires sont moins bien digérés que des aliments pris un par un. Alors voilà pour la petite hypothèse hein, évolutive. Ça permet de poser des bases et de réfléchir de manière logique en fait. Euh, si on a brossé un portrait assez logique de l'alimentation de notre ancêtre, et on peut imaginer clairement que c'est à ce à quoi devrait ressembler notre alimentation. C'est ce à quoi on est adapté, clairement. C'est comme pour le soleil, on est adapté à une vie dehors, en plein air, où on se dépense, c'est pour ça que la sédentarité rend déprimé, qu'on manque, on a des carences en vitamine D, etc. Parce que tout simplement, c'est pas adapté à notre rythme physiologique, on va dire. Donc, une fois ces petites bases posées, je vais évoquer les principes alimentaires que j'ai définis ici et là. Alors, le premier, donc c'est par ordre plus ou moins d'importance, hein. Donc le premier, c'est manger en conscience. Manger en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être présent dans le moment, être présent durant un repas. Pourquoi être présent? Bah parce que déjà, être présent, on n'est pas dans le stress, on est dans la détente, ce qui facilite la digestion, clairement, j'en parlerai plus tard. Être conscient, c'est aussi justement avoir en tête ce qu'il y a de bien comme habitude alimentaire à avoir sur le moment. Je vais sélectionner les bons aliments pour moi. Si je suis devant plein d'aliments différents, je vais me poser la question, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que ça me fait envie, etc. Je vais aussi je vais aussi avoir en tête qu'il faut mastiquer, qu'il faut prendre son temps, que je vais parler de sujets légers avec mes proches. Être conscient, c'est se rappeler des principes alimentaires durant la phase de repas et de faire attention justement. Et du coup, d'être plus détendu aussi. Donc, deuxième principe, expérimenter. Alors bien sûr, ça c'est indispensable. euh, Expérimenter te permettra de comprendre ce à quoi tu es adapté. Et te permettra aussi de différencier, on va dire, les dogmes des fondements vraiment physiologiques et qui te correspondent. C'est en expérimentant que tu vas pouvoir voir si euh, la chose s'applique vraiment à toi. On peut parler du jeûne autant que tu veux, mais tant que tu l'as pas expérimenté toi-même, tu sais pas à quel point c'est bien ou c'est mal pour toi. Et globalement, c'est quand même assez positif quand on l'expérimente soi-même. Donc l'expérimentation est indispensable. Bien sûr, il n'y a pas d'expérimentation sans prise de notes et sans observation. Pour pouvoir plus tard réfléchir à comment évoluer dans ton alimentation, il faut que tu aies noté, que tu aies observé, que pourra amener à des conclusions et des changements du coup dans ton hygiène alimentaire. Donc, troisième principe, se pardonner et apprendre de ses erreurs. Ça, c'est des principes plutôt philosophiques, hein, du coup, mais ça s'applique beaucoup, je pense, aux personnes, parce que dans l'alimentation santé, clairement, on essaie toujours de faire au maximum, de, et souvent, on va tomber sur des échecs, sur des obstacles. L'échec n'est pas quelque chose de grave en soi, hein, les erreurs, ça arrive, ça m'est arrivé souvent, et c'est aussi comme ça qu'on progresse, à condition, par contre, justement, comme dans l'expérimentation, de prendre en note et d'avoir du recul sur nos échecs. Déjà, ne pas se mettre dans un état de stress et de culpabilisation, parce que ça ne fera pas avancer, tout simplement. En plus, le stress, bon, c'est pas très bon pour le système digestif et pour le reste, hein, donc clairement, ça sert à rien. Par contre, tu te poses et tu te dis, ok, j'ai fait ça, pourquoi j'ai merdé? Qu'est-ce que c'est symptomatique de quoi, cet échec? Et après, tu pourras du coup aborder la cause du problème. Et c'est comme ça que tu progresses. Donc, quatrième principe, attendre la fin. C'est vrai que de nos jours, dans la société, on a un peu oublié la fin. Enfin, on est dans une civilisation où on a pléthore d'aliments.
Et du coup, la faim n'est plus vraiment présente. Ce qui dirige du coup notre alimentation, c'est l'habitude. On va manger 3 repas par jour, etc. Et par habitude, on va manger à telle heure. On va aussi manger pour compenser un quotidien pas toujours facile, pour compenser un stress, etc. C'est aussi un objet d'addiction au final. On va aussi manger, pas forcément quand on a faim, mais parce qu'on est avec des gens autour d'une table et que manger, c'est aussi, ça a aussi un aspect social, c'est hyper important dans l'établissement des relations sociales. Donc dans toutes ces situations-là, on va pas forcément respecter son corps et la vraie faim au final que peu de gens expérimentent dans la vie, hein. Moi je l'ai expérimenté pour la première fois durant les jeûnes. Clairement, avant cela, on ne sent vraiment jamais vraiment une vraie faim qui te tient au ventre, quoi. Pourtant, c'est cette faim qu'on devrait attendre justement parce qu'en plus ça donne plus de goût aux aliments. Je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est Socrate je crois, ou enfin un truc comme ça, qui disait que le meilleur des assaisonnements, c'est la faim. Et il a totalement raison, quand on mange et qu'on a faim, tout a plus de goût. Et alors que quand tu te bourres, quand tu te gaves de choses, à la fin, forcément ton corps te dit stop, du coup tout a moins de goût, au final t'es même déprimé parce que tu culpabilises parce que tu prends même plus de plaisir au final à la fin. Donc l'intérêt est nul. Justement, attendre la fin et du coup aussi limiter les quantités, c'est le cinquième principe, aussi parce que ça te permettra justement d'avoir faim au prochain repas. En plus de cela, limiter les quantités facilite la digestion, tu te sens mieux, en meilleure forme, etc. Et on a vu aussi, à travers des études scientifiques, que la restriction calorique, hein, c'est le fait de diminuer tes apports caloriques au quotidien, va entraîner une augmentation de l'espérance de vie chez les espèces animales. Et ça doit s'appliquer aussi à l'homme, car par exemple, tu sais, on a les exemples des îles d'Okinawa, une île au Japon, sur lesquelles les gens sont centenaires, etc., sont très vieux, du fait d'une alimentation assez frugale au final, hein. Dans beaucoup de cultures, on retrouve le fait de manger en dessous de la satiété. Chez les Japonais, c'est souvent 70-80%. Je sais plus, chez les musulmans, je crois que c'est faut se remplir à 2 tiers, etc. C'est des paroles en fait assez logiques, hein. Ne pas se remplir à fond va faire que tu digères mieux et tu te sentiras en meilleure forme par la suite. Et en plus, c'est plus physiologique. Sixième principe, bah, manger du physiologique, c'est-à-dire on va limiter ou carrément interdire, mais bon, on est plus dans la limitation, des aliments donc non physiologiques comme le sucre, le pain, les farines, le lait, le fromage, l'alcool bien sûr, ainsi que le sel, hein, parce que de nos jours on en mange trop. Du coup, c'est tous des aliments pour lesquels on n'est pas vraiment adapté de nos jours. Donc même si c'est des aliments plaisir, il faudrait quand même limiter leur consommation. Et surtout se retourner plus vers des aliments physiologiques que sont les légumes, la viande, comme on dit tout à l'heure, les poissons. Et si possible des aliments crus plutôt que cuits, déjà parce que c'est ce à quoi on est adapté, et les aliments cuits sont, comme on le sait, dénaturés, moins riches en nutriments, parce que la cuisson va détruire les vitamines et nutriments contenus dans un aliment. Aliment physiologique, ouais, du coup, logique. C'est des bases en fait, au final. Là, limiter les quantités et les aliments physiologiques, c'est faire attention à la qualité au final de ce qu'on mange. Quantité et qualité sont hyper importantes. Pourtant, c'est des bases, mais que personne n'applique vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il peut être intéressant de se noter une petite liste de principes à suivre au quotidien, d'y réfléchir, de voir à quel point on est rendu dans la gestion justement de ce principe-là. Est-ce que j'arrive bien à gérer les quantités? Est-ce que j'arrive bien à bien manger des aliments sains, etc. Et de voir si on est en échec, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc, autre principe, principe 7, donc être détendu autour des repas. En effet, il n'y a pas de digestion efficace si tu es stressé ou si tu es en activité. En fait, la digestion, ça monopolise beaucoup de ressources dans le corps. La digestion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais pourtant, quand on expérimente, on le sait. Quand on expérimente, justement, on sait que la digestion prend beaucoup d'énergie. On se sent fatigué, on a un coup de barre, etc. Parce que la digestion, au final, ça consomme beaucoup d'énergie. Pour au final, après, apporter de l'énergie. Mais durant la digestion, on a quand même une faiblesse. Donc, le fait de faire du sport, le fait d'être stressé, va inhiber la digestion. Pour diverses raisons, parce qu'on a des sécrétions d'hormones, je crois le cortisol va inhiber par exemple la digestion, pour mobiliser les ressources énergétiques à l'action. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt être en mode parasympathique, c'est-à-dire en mode tranquille, détendu, en mode repos, quand tu veux digérer.
et ce pendant les 2-3 heures après un repas pour avoir un bon début de digestion. Faut pas non plus faire de sport, parce que le sport, ça met en branle tout un système, on va dire, orthosympathique, un système d'action, comme le stress. Et donc, tes apports en sang, par exemple, le flux sanguin va être non pas dirigé vers le tube digestif, mais vers tes muscles. Par exemple, quand tu es en état normal, au repos, sans digérer, tu vas avoir un débit sanguin d'environ 1,5 litre pour ton tube digestif et ton foie. À titre d'exemple, quand tu es en train de digérer et au repos, tu vas avoir un débit au niveau du tube digestif et du foie de 2,5 litres. Donc on a presque une multiplication par deux. Ah, et au contraire, quand tu es en activité sportive, en stress, ton débit sanguin au niveau du tube digestif diminue parce qu'il faut monopoliser le sang pour autre chose, pour tes muscles au final. Et donc on a une chute jusqu'à 0,7 litres par minute. Donc on voit entre une activité sportive et une période de digestion en mode repos, on a un écart de x3, x4. Donc c'est énorme, ça te montre à quel point la détente est hyper importante. Si t'es pas détendu, tu vas ralentir ta digestion ou l'inhiber, tes aliments vont fermenter, et tu vas avoir des ballonnements, etc. Tu vas avoir une digestion pas efficace et une production de toxines dans ton corps. Donc ça, c'est pas ce que tu recherches au final, bien évidemment. Donc être détendu, c'est hyper important. Ailleurs, même ne mange pas si tu sais que tu vas pas être en condition de bienveillance, c'est-à-dire dans une bonne ambiance pour manger. Donc manger en étant détendu, c'est aussi avoir des propos légers avec ses proches, manger pas forcément devant la télé, mais plus dans une ambiance tranquille, cocoon, ne pas stresser au boulot, etc. Il faut éviter ce genre de conneries. Huitième principe, mastiquer. Mastiquer, c'est la base, hein, on oublie souvent cela. Mastiquer, bien sûr, ça va t'apporter, ça va te faciliter la digestion parce que bah, tu vas réduire l'aliment en plus petite proportion et tu vas enrober le bol alimentaire d'enzymes salivaires qui vont commencer la digestion. Donc ça facilite la digestion, une bonne mastication. En plus, le fait de vraiment mastiquer lentement, ça va te permettre de détendre, de te reposer un petit peu, tu vas on va dire décompresser, plutôt que quand tu manges rapidement, en fait, tu vas avoir tendance à te mettre dans un état justement où tu es tendu. La mastication posée oblige le corps aussi à se poser tranquillou. Et tu vas manger lentement, ce qui fait aussi que tu vas prendre plus de temps pour manger. C'est pas négatif, parce que du coup, tu vas prendre plus de temps, euh, justement, enfin, le fait de prendre plus de temps pour manger fait que tu vas découvrir plus rapidement la sensation de satiété. Enfin, tu vas pas la découvrir plus rapidement, c'est-à-dire que tu vas l'atteindre, alors que si tu mangeais rapidement, la sensation de satiété arriverait peut-être 20 minutes après, alors que quand tu manges et que tu prends 40-50 minutes pour manger, la sensation de satiété arrive en cours de route et tu vas te dire, j'ai hâte de manger, j'en ai plus besoin, etc. Et donc du coup, tu vas finir par diminuer la quantité d'aliments que tu ingères. Il y a même des études, je crois, qui ont montré qu'une bonne mastication permet de diminuer en fait le poids d'une personne, comme un régime, parce que tout simplement en fait tu vas diminuer en fait justement la quantité d'aliments que tu vas ingérer inconsciemment en fait. Alors, autre intérêt de la mastication, dans notre société moderne, on va justement manger beaucoup d'aliments, on va dire mous, pré-mâchés, des aliments transformés en fait. Alors qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour manger quelque chose de dur et tout, d'intense, de brut. Et cela entraîne beaucoup de problèmes, on va dire, d'orthodontie, de la sphère maxillofaciale. On a beaucoup de problèmes de dents, de la sphère ORL, on va avoir des encombrements des voies aériennes. Du fait d'un problème, tu vois, on va avoir une chute de la mâchoire, tout simplement parce qu'en fait, nos muscles masticateurs sont pas assez musclés en fait. En plus de cela, ça donne un peu un air couillon. Et le mi-wing, c'est une pratique qui consiste à faire des exercices de musculation de la mâchoire, et donc des muscles masticateurs, pour justement faire face à ces troubles de la sphère orthodontaire, on va dire. Et en plus, l'avantage, c'est que ça donne aussi une mâchoire plus carrée, qui est quelque chose de plus physiologique, quelque chose de plus beau esthétiquement. Donc ceux qui veulent faire attention à leur corps aussi, c'est toujours intéressant. Et au niveau santé, c'est toujours intéressant d'avoir un appareil, on va dire, masticateur et tonique. Donc c'est hyper important de mastiquer, voilà. Je vous invite à, justement à faire de petites recherches sur le Mi-Wing, hein. J'ai pas encore commencé ça, mais je vais pencher dessus, ça a l'air intéressant. C'est un docteur, en gros, qui disait que beaucoup, l'essentiel des pathologies actuelles au niveau des dents, comme l'opération des dents de sagesse, les problèmes d'apnée du sommeil, etc., sont dus en fait à des problèmes simplement de tonicité des muscles masticateurs. Donc je te laisse sur cette anecdote. Donc au neuvième principe, faire du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est manger sur une plus petite plage horaire. Exemple, moi je fais du 16-8, un truc très courant dans le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je vais
manger sur une plage horaire de 8 heures. Un repas à midi et un repas à 19 h 20 h. Ce qui fait qu'en fait, ton système digestif va être au repos plus longtemps. L'avantage, c'est que du coup, il va faire une pause et et ton système digestif ainsi que ton corps aura le temps de récupérer. Cela a beaucoup d'avantages, hein. Par exemple, moi j'ai constaté pendant mes périodes de jeûne intermittent une prise de masse musculaire augmentée, car je crois que ça augmente la sécrétion d'hormones de croissance, d'hormones tant chéries par les bodybuilders, et que tu produis en fait involontairement du coup en fait en faisant du jeûne intermittent justement. En plus de cela, bah, tu te sens beaucoup mieux parce que même tu vas inconsciemment manger moins vu que tu manges moins souvent. Tu fais pas 3 repas par jour, hein, tu fais un ou 2 repas. J'ai essayé un, ça marchait moyen au niveau digestif, donc je suis revenu à 2 repas, hein, mais c'est très, en plus au niveau social, c'est pas possible de tenir un repas par jour, hein, clairement. Et donc du coup, ouais, 2 repas par jour, et t'as beaucoup d'avantages au niveau santé, tonicité, énergie. J'ai beaucoup moins de coups de mou, etc. Et le jeûne intermittent, du coup, c'est sur la journée, mais le jeûne long est aussi intéressant. C'est mon dixième principe. Le jeûne long, bah, c'est quoi? C'est de s'abstenir de manger et de boire, dans certains cas, en cas de jeûne sec, sur une longue période, donc sur plusieurs jours. L'intérêt, bah, du coup, c'est que tu vas entamer des processus de régénération de ton corps par le mécanisme d'autophagie. Ça, je te laisse aller regarder les vidéos de Thierry Casasnovas et des articles scientifiques sur le sujet. En gros, ton corps va clairement se mettre à se régénérer. Euh, et en plus, du coup, par la suite, tu vas mieux assimiler les aliments. Tu auras besoin de moins manger, donc tu auras moins de dépenses déjà alimentaires. En plus de cela, tu encombreras moins ton système digestif, donc tu auras plus d'énergie parce que tu assimileras tout plus rapidement. Donc ça a plein d'avantages, hein, clairement. Le jeûne, ça peut vraiment, au niveau santé, amener beaucoup, beaucoup d'avantages. Moi, j'en ai expérimenté plusieurs fois des jeûnes, et à chaque fois, tu en ressors, on va dire, grandi. Ça augmente en plus ta résistance, hein, parce que je trouve ça un peu ridicule quand même que de nos jours, le fait de sauter un repas te mette dans un état complètement léthargique chez certaines personnes ou totalement irritable, alors qu'au final, nos ancêtres étaient capables quand même de tenir un repas en moins. Et je trouve que c'est quand même une preuve de résistance et de discipline que de pouvoir tenir de quelques jours sans manger. Et donc c'est une preuve de bonne santé. L'homme humain en bonne santé, il peut s'adapter, quoi. La bonne santé, c'est l'adaptabilité et la résistance au stress. Et un stress, bah, c'est le jeûne au final. Et donc oui, très intéressant le jeûne long. Onzième principe, améliorer sa santé pour mieux digérer. En effet, je l'ai constaté moi-même, hein, je faisais pas assez de sport et j'avais des troubles digestifs, alors que le sport, le sommeil, sont indispensables pour avoir une bonne digestion. Le sport, c'est immense ce que ça peut faire pour faciliter une digestion. Tu peux avoir une digestion, enfin, avoir une alimentation top. Si tu prends pas soin de toi en dehors, au niveau sportif, sommeil, stress, etc., ta digestion ne sera pas de qualité et ne s'effectuera pas de la bonne manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à ne pas faire attention seulement à l'alimentation. C'est une démarche globale, hein, on n'est pas dans un dogme spécifique, etc. Il faut faire attention à tout en général. Douzième principe, limiter l'eau autour des repas et en général. Pourquoi cela? Parce que l'eau absorbée autour d'un repas va faire que tu vas diluer ton bol alimentaire. Donc du coup, tu vas diluer les enzymes et l'acide chlorhydrique dans ton estomac. Ce qui fait que tu vas devoir sécréter plus d'enzymes et plus d'acide chlorhydrique, etc. pour pouvoir digérer les choses. Ce qui du coup est fatigant pour ton tube digestif, ça prolonge en plus la digestion, et c'est pas top top. En plus, l'absorption d'eau et l'élimination d'eau consomment de l'énergie pour le corps. C'est pas très intuitif comme ça, mais ça bouffe beaucoup d'énergie. Ça fatigue tes reins si tu bois trop d'eau. Et si tu bois trop d'eau aussi, tu vas éliminer des minéraux inutilement. Donc pourquoi pas limiter la quantité d'eau qu'on boit au quotidien, ou en tout cas autour des repas, pour faciliter la digestion du repas. Moi en tout cas, c'est ce que je me suis défini pour l'instant. Contrairement à ce que disent tout le monde, boire 2-3 litres par jour, je pense pas que c'est indispensable, hein. Je pense pas même que nos ancêtres trouvaient l'essentiel de leur apport hydrique dans les aliments en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau contenue dans les légumes, elle est assez présente en fait quand même. Quand tu bouffes du concombre toute la journée, bon, c'est un exemple un peu abstrait, mais ou des pastèques, t'as quand même 90% d'eau, t'auras pas besoin de boire à la fin de la journée. Tremper ses graines. Ah oui, donc treizième principe. En effet, je pense que les noix, céréales, oléagineux, enfin, et légumineuses sont indispensables dans l'alimentation, parce que c'est des bonnes sources alimentaires et c'est vrai que c'est toujours intéressant, c'est facile à produire.
et ça c'est très nourrissant, c'est très dense, ce qui est intéressant. C'est pas comme les légumes où tu vas devoir en bouffer 10 kilos pour pouvoir être calé. D'où l'intérêt comme des céréales et tout ça de les maintenir dans une alimentation, à condition justement de les tremper. Car en fait les graines, donc ça concerne les noix, les céréales, les légumineuses, qui sont toutes des graines, possèdent de l'acide phytique. L'acide phytique c'est quoi? C'est une molécule contenue dans les graines, comme je te disais, qui va avoir différentes fonctions. Deux principales fonctions, le stockage des minéraux dans la graine, ainsi qu'une fonction de défense vis-à-vis des herbivores. En effet, l'acide phytique, justement, il va en faire ce qu'on appelle une chélation, une chélation, je crois, des minéraux. C'est-à-dire qu'il va les capter, il va pas pouvoir les libérer ensuite. C'est-à-dire que quand les minéraux sont attachés à l'acide phytique, tu peux pas les assimiler, tu ne peux pas les utiliser. Ce qui fait qu'en fait, le corps humain, quand il bouffe des céréales, il va se déminéraliser, parce qu'en fait, tu n'assimiles pas de minéraux, et en plus de cela, tu assimiles de l'acide phytique qui va se fixer à tes minéraux, et du coup, tu te déminéralises. L'intérêt du trempage des graines, du coup, c'est euh, d'activer, on va dire, de, la sortie de la période de dormance des graines. Tu sais, les graines, elles sont en dormance tant qu'elles sont pas dans un milieu humide et chaud. Quand elles sont dans un milieu humide et chaud, elles vont entrer, on va dire, en germination. Et c'est là que du coup, elles vont, l'acide phytique sera inutilisé, les minéraux vont être déstockés et séparés de l'acide phytique. Et donc, le trempage des céréales, des légumineuses, etc., le fait de faire germer les graines, a beaucoup d'avantages, hein. Juste le fait de faire tremper 24 heures toutes les graines permet de faciliter grandement leur digestion. Et en plus, ça augmente souvent le goût, hein. Clairement, j'ai expérimenté, c'est beaucoup mieux de manger des oléagineux trempés que non trempés. Donc, ça, c'est une petite astuce, hein, clairement. 14e point, garder du gras en cas de caca. Donc, ça, c'est mon petit côté surréaliste. À la base, quand même, faut pas oublier que le gras, c'est des réserves lipidiques en cas de disette. Si on a autant de graisse, quand même, c'est pour tenir 1, 2 mois en cas de famine. Et donc, il est important, au vu peut-être des conditions futures de notre environnement, de garder toujours un peu de gras sur soi pour pouvoir justement faire face à une diminution de notre apport alimentaire au quotidien. Si clairement on a des gros problèmes d'approvisionnement un jour ou l'autre, ce qui pourrait arriver très prochainement, bah, dans ce cas-là, ce serait bien de pouvoir justement faire face à ceci en ayant quelques réserves sur soi. Et justement, le fait de faire du jeûne long, ça serait permettre aussi d'avoir une certaine résistance, parce que tu es adapté à des périodes de disette aussi. D'où l'intérêt pour le surréaliste d'être adapté à faire du jeûne et aussi d'avoir quelques réserves de gras. Bon, souvent, c'est plus l'excès de réserve qui est problématique, hein, donc j'ai rien à dire. Hop, alors, principe 15, limiter les mélanges alimentaires. Ah oui, attends, petite précision. Oui, bon, rien à dire. Principe 15, limiter les mélanges alimentaires. Donc tout simplement pourquoi? Parce que comme on l'a dit dans notre petite expérience de pensée sur ce que devrait manger l'homme à partir de notre évolution, les mélanges alimentaires, c'est pas vraiment adapté. Nos ancêtres devaient manger aliment par aliment, et donc peut-être que les mélanges alimentaires, ça c'est pas vraiment le top top. C'est assez visible hein, au quotidien, plus tu me bouffes de trucs complexes, avec plein d'aliments différents, plus ça va être lourd à digérer. La naturopathie et d'autres courants santé en parlent beaucoup, notamment dans la notion de combinaison alimentaire, comme tu peux le voir sur le tableau ici. Certains aliments pourraient se digérer entre eux, enfin pourraient être digérés ensemble plus facilement que d'autres aliments ensemble. Par exemple, sur le tableau, on voit que les protéines fortes et légumes s'accommodent très bien. C'est-à-dire que la digestion des protéines fortes, comme la viande rouge, n'est pas affectée par la digestion de légumes en même temps. Ce qui peut être intéressant de noter. Donc globalement, je ne sais pas si ça repose sur des principes scientifiques, c'est pour ça que j'aimerais m'intéresser justement aux principes scientifiques derrière les combinaisons alimentaires et la limitation des mélanges. 16e principe, se masser le ventre si besoin, ou en général tout simplement. En effet, se masser le ventre déjà quand tu as mal mangé, quand tu as mal au bide, déjà peut aider vachement à diminuer la douleur et à faciliter le transit. Parce que des massages du ventre font circuler aussi le bol alimentaire, tout simplement dans ton tube digestif. Ça peut dénouer aussi un petit peu, on imagine, les, les anses intestinales, pardon, et donc faciliter au final le transit. En plus, c'est très agréable et je te conseille même de masser tout le corps en général, hein. Le massage, c'est un outil très intéressant en santé, et notamment justement pour le massage du ventre. 17e principe, on arrive bientôt à la fin, l'alimentation sensorielle. Donc ça, c'est un truc que j'ai abordé assez récemment.
En fait, l'alimentation sensorielle, c'est un truc qui a été créé par Dominique Guyot à partir de l'instinctothérapie qui était promue par Guy Claude Bergère, un mec un peu particulier. L'alimentation sensorielle, ça repose sur quoi? Ça repose sur le principe que justement, notre évolution nous a doté d'un système sensoriel qui nous dit quoi manger en fonction de nos carences alimentaires. Si j'ai une carence en potassium et en magnésium, mon système sensoriel, pardon, va m'orienter vers la consommation de bananes qui en contient pas mal. Parce que l'odorat et le goût me disent que ça en contient pas mal, et donc l'évolution a fait que l'évolution a fait que mon système sensoriel justement est dirigé justement vers les aliments dont j'ai besoin. Donc c'est très intéressant. Après, il y a quelques précisions à voir qui font la différence avec l'instinctothérapie de Guy Claude Bergère. Dans l'alimentation sensorielle de Dominique Guyot, il fait bien la différence en différenciant différentes catégories d'aliments. Des aliments qui seraient présents en permanence dans l'environnement, des aliments qui seraient présents moins souvent et des aliments qui seraient présents de manière aléatoire. Et c'est là où on voit le fait que, par exemple, les fruits étaient présents que durant une saison, et donc les fruits étaient quelque chose qui était très attirant, et donc pour lesquels on avait de hautes stimulations sensorielles, parce que justement, il faut faire le plein de minéraux des fruits quand il y en a. Alors que les légumes, il y en a en permanence, des feuilles et tout ça, et donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir de hautes stimulations sensorielles, une haute attirance pour ceux-ci, parce qu'en fait, il y en a en permanence. Donc on va manger des fruits plutôt que des légumes quand on a les deux en face de nous. C'est pareil pour de la viande. La viande, très intéressant, mais très aléatoire dans la nature, assez peu présente de manière pour nos ancêtres qui étaient essentiellement charognards. Donc quand nos ancêtres charognards voyaient une charogne, s'ils avaient en face des légumes, clairement, ils se jetaient sur la charogne parce que c'était quelque chose de plus rare et qui apportait des minéraux, enfin pas des minéraux, plutôt des nutriments qui n'étaient pas apportés par la consommation de légumes. Donc en fait, cette alimentation sensorielle, en fait, pourquoi j'en parle? Parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue théorique, hein. Elle nous permet de nous aiguiller vers les aliments qui nous sont vraiment adaptés. En plus, elle promue le cru, tout simplement, une approche intelligente de, de l'alimentation, et aussi basée sur les sens. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est moins prise de tête, on n'est pas à mesurer les quantités, tout ce qu'on mange, etc. Ce qu'il faut tout le temps ne pas faire, hein, parce que généralement, les quantités, c'est pas un truc à choisir. Mesurer ces quantités de calories, c'est complètement absurde. On est tous différents, en fonction des jours, on va manger différentes choses. C'est pas les calories le plus important, au final, c'est quand même les micronutriments. Donc, c'est plus là-dessus qu'on a des défauts et des carences. Donc, 18e et dernier principe, les combinaisons alimentaires. Comme je le disais, du coup, ça pourrait être intéressant de se pencher là-dessus. C'est ce qu'a fait la naturopathie. Il paraîtrait que du coup, faire des bonnes combinaisons alimentaires permettrait de faciliter la digestion. Donc ça, j'ai pas encore trop expérimenté, parce que j'avoue que c'est pas mon truc qui m'intéresse le plus, et parce que j'ai pas encore trouvé justement de base scientifique là-dessus, hein. Je, je ne sais pas si vraiment le... Parce qu'en fait, le principe de base qui est sous-entendu, c'est que par exemple, mettre des protéines avec des amidons, ça serait pas très digeste, parce que ce serait des macronutriments différents. On aurait des protéines face à des sucres, et donc la digestion des sucres n'est pas la même que la digestion des protéines, et donc on devrait produire différents types d'enzymes, ce qui fatiguerait le tube digestif, quand on a des mélanges très complexes. Je sais pas si le fondement théorique est valable, mais bon, toujours intéressant de s'y intéresser. Si c'est si connu que ça, c'est que sûrement il y a doit avoir intérêt. Donc voilà pour conclure. En conclusion, du coup, donc je vais m'entraîner personnellement pour respecter tous ces principes. Après, je ferai un petit récap pour t'expliquer ce que j'en ai conclu justement, voilà, ce que j'en ai retiré. Je vais aussi continuer les recherches en général, des études scientifiques, etc., pour peut-être définir d'autres principes que je pourrais implémenter dans d'autres vidéos. Je vais aussi faire un récap de mes expériences, justement, comme je te disais, donc mes expérimentations. Est-ce que vraiment les combinaisons alimentaires, ça a intérêt? Est-ce que le fait de boire moins, ça va changer quelque chose? Enfin, etc. Et je vais aussi faire des périodes de jeûne plus tard, donc du jeûne hydrique et aussi du jeûne sec, hein. Je suis très motivé à faire du jeûne sec parce que, bon, très motivé par notre petit Thierry Casasnovas, qui m'a piqué au vif, hein, clairement. C'était très intéressant, ces arguments. Donc, je vais m'y mettre et j'en ferai un petit récap par la suite. Donc, tout ce que je peux te dire, bah, c'est à toi de faire maintenant tes recherches toi-même, hein, tout simplement. Par exemple, pour commencer, si t'es un peu flemmard, Régénérer et Vérisme, c'est des vidéos, donc tu te laisses aller, tu te laisses couler.
Ça permet d'assimiler pas mal de choses assez facilement, c'est des vulgarisateurs, donc c'est peut-être plus abordable que des livres assez théoriques, hein, de médecine ou de physiologie, mais bon, qui sont toujours intéressants à creuser, hein. Donc voilà, Régénérer, Vérisme, toujours intéressant à creuser. D'ailleurs, je leur adresse un grand merci, c'est vrai que c'est grâce à des gens comme ça aussi que beaucoup de gens vont améliorer leur vie en changeant de l'hygiène quotidienne. Donc bah, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là si tu, si tu l'as fait. J'essaierai d'être plus concis dans les prochaines vidéos, et bon, je vais continuer de m'améliorer par la suite. Donc les prochaines vidéos sur le thème de l'alimentation, ça abordera plutôt le jeûne, je pense, hein, parce que je vais m'y mettre bientôt. Donc voilà. Bon bah bonne journée à toi, à plus, et prends soin de toi. Et aussi fais attention à ton alimentation.